campagne électorale. Pandémie, comme si l'intelligence artificielle est devenue l'arme ultime de la désinformation. L'intelligence artificielle est une technologie qui permet à une ou bien à des machines de créer des sons, des images, des textes plus rapides que les anciennes qui existent déjà. Tout d'abord, un deepfake, retenez que c'est un mot qui est en anglais qui est composé de deux mots, diff, qui veut dire apprendre, si on l'ajoute learning, deep learning, qui veut dire apprendre profond en français. Et le fake, tout le monde sait ce que ça veut dire faux. Donc en quelques mots, c'est que ça veut dire deepfake. C'est ce que l'intelligence artificielle produit. Donc l'IA utilise comme des questions que vous l'avez posées et elle va vous générer l'image. Et elle va faire des recherches automatiquement en fonction des images qui sont déjà sur une base de données. Pour utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est très simple. Il faut seulement savoir lire, savoir écrire. L'avènement de l'intelligence artificielle générative a bouleversé plusieurs domaines, notamment celui de l'information. Ce modèle est capable de générer des textes, des images ou des sons plus ou moins invraisemblables, qui souvent sont à titre ludique, à l'exemple de ces deepfakes d'un président africain. On vous dit que les Camerounais ont fini avec, écoutez, fais ça dit off, mais le physique est tout on remet à César ce qui appartient à César. En vrai, ma mère est fâchée, papa dans l'argent, papa est fâché. Cette technologie est utilisée dans des campagnes de désinformation. Alors, qu'est-ce qu'une désinformation? Selon les centres de crise belges, elle se définit comme la diffusion délibérée d'informations fausses, incorrectes ou trompeuses, dans l'intention de nuire, à ne pas confondre avec la mésinformation, où les informations fausses ou trompeuses ne sont pas diffusées délibérément et les diffuseurs ignorent leur véracité. Au Niger, la désinformation est considérée comme un délit. L'ordonnance 035 du 4 juin 2010 portant un régime de la liberté de presse au Niger, c'est elle la loi qui encadre le travail journalistique. Et elle a prévu un certain nombre de sanctions qui vont de l'avertissement au retrait temporaire de la carte de presse et jusqu'au retrait définitif selon la gravité de la désinformation qui aura été faite. Au Niger, ce sont principalement la loi 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité qui a été modifiée par l'ordonnance 2024-28 du 7 juin 2024 qui régissent la question de la cybercriminalité ou bien si vous voulez la désinformation de manière générale. Alors, qu'est-ce que ces textes ont prévu en la matière? Donc, il y a la question de la diffamation et de l'injure. À ce niveau, la diffusion de tels propos via un moyen de communication électronique est passible d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende allant de 1 million à 5 millions de francs CFA. Ça, c'est la question de la diffamation et de l'injure qui ont été opérées par voie électronique ou bien via les réseaux sociaux. Vous avez également la question des troubles à l'ordre public et atteinte à la dignité. À ce niveau, la diffusion ou la production de données de nature à troubler l'ordre public, à porter atteinte à l'unité nationale ou à la dignité humaine est punie de 2 à 5 ans et d'une amende également qui va de 2 à 5 millions de francs CFA. Donc voilà en résumé ce que nous pouvons vous dire sur la désinformation ou la loi sur la cybercriminalité telle que prévue par la réglementation au Niger. Lorsqu'il s'agit de désinformation, plusieurs moyens sont employés, à savoir les réalités socio-culturelles envers un quelconque groupe cible, les images des personnalités politiques, celles des leaders religieux ou même la manipulation du biais cognitif. Si on est de telle ou telle tendance et qu'on a une information qui est relayée par notre vision, par notre tendance politique, on y croit. Le deuxième élément, c'est parfois la communauté. Si la communauté accrédite l'information, vous allez voir plus de 90% des membres de la communauté ou des éléments de la communauté ne vont pas s'opposer. Ça devient automatiquement une source de croyance, une source de vérité. Le cerveau humain a tendance à privilégier les informations qui sont conformes à ses croyances, à ses valeurs, à ses préférences, à ses perceptions.
Et il a tendance à minimiser celles sur lesquelles on contredit ce qu'il veut entendre. Ce qu'il veut là, c'est ça qu'il veut entendre. Lorsqu'elle se propage efficacement, la désinformation peut alimenter la peur, aggraver des crises sanitaires ou même provoquer un émoi total. À cette ère de l'IA, donc la crainte la plus évidente que nous pouvons avoir, c'est véritablement de voir notre société déchirée du fait tout simplement de la mauvaise information. La mauvaise information distillée et le refus de chercher des explications sur l'information distillée. Est-ce qu'elle est vraie ou non? La paranoïa cognitive, au plan de gestion de l'information, c'est ce scepticisme qui est excessif. Quand on se met dans une zone de confort, alors on doute de même ce qui est bien. Aujourd'hui, même toi qui circules là, on peut dire que lui, là, il ressemble aux gens qui viennent nous attaquer. Face à ces phénomènes qui prennent de plus en plus de l'ampleur, la pratique du fact-checking est plus que nécessaire. Celle-ci permet aux journalistes de jouer le rôle du juge, en distinguant le faux du vrai, pour les relayer au public afin de dissiper les faits causés par la désinformation. Les fact-checking ou vérification des faits en anglais, à résumer, c'est vraiment un genre journalistique qui consiste à rétablir les faits ou la vérité. Alors, les différentes étapes du fact-checking, je dirais, d'abord, c'est la veille. Il faut maintenant identifier les sujets à traiter. Est-ce que c'est un sujet d'intérêt public ou pas? Est-ce que c'est juste un monsieur qui rigole avec une publication qui n'a finalement pas beaucoup de vues? Donc, une fois qu'on fait la veille, qu'on a le sujet, qu'on l'a traité, maintenant, comment on le raconte? Donc, la méthodologie, c'est comme la rédaction d'un article classique. Qu'est-ce qu'on voit dans cette désinformation? Ça, il faut l'expliquer aux auditeurs ou bien aux internautes. Après, vient le corps du fact-checking même. C'est là où vous expliquez tout. Comment vous avez fait, comment vous avez recueilli les infos, comment vous avez recueilli les sources. Vous devez dire si cette information est fausse, ou bien si elle est vraie, ou bien si elle est entre les deux, ou bien si vous n'avez pas réussi à vérifier. Il faut être très transparent. Faire du fact-checking, ce n'est pas forcément dire que c'est faux. À la toute fin, il y en a aussi qui présentent des outils qu'ils ont utilisés. C'est ce qu'on appelle la partie tutoriel du fact-checking. Les outils de fact-checking ne sont pas sans limite. C'est des outils qui peuvent changer, qui peuvent ne plus être à jour pour des raisons qu'on ne maîtrise pas. Google n'a pas scanné toutes les rues du Niger, contrairement à des pays occidentaux où le moindre couloir, tu peux le trouver sur Google Maps, comparer les images et faire une géolocalisation de la scène beaucoup plus précise. Y remédier, pour moi, c'est beaucoup plus de former, encore de continuer le travail de formation des journalistes sur ces outils, de leur apprendre comment est-ce qu'ils peuvent contourner certaines restrictions ou certaines inefficacités de ces outils. Songer à mettre en place une structure où vraiment on a des experts qui peuvent réfléchir et pourquoi pas développer des outils vraiment qui répondent aux difficultés auxquelles les journalistes aujourd'hui sont confrontés dans le contexte africain. Mis à part les outils technologiques, le public doit adopter des habitudes qui vont l'aider à faire face aux flux d'informations et éviter la manipulation. Dans la perception ou la réception de nos informations, on doit douter de tout ce qui arrive. Pas un doute rigide, systématique, mais un doute pour nous amener à nous interroger, à chercher la vérité par rapport à ce qui provient de l'univers. Pour éviter cette surcharge cognitive et les biais cognitifs, en tout cas, il faut apprendre à trianguler l'information, il faut chercher les confirmations, il faut éviter l'effet halo. Ce qu'on appelle l'effet halo, c'est l'effet qui vise à entendre ce qu'on veut entendre. Les paradoxes, certains journalistes utilisent l'intelligence artificielle dans la rédaction de leurs papiers. Comment cela est perçu par les responsables des médias? Quelles répercussions peut-il avoir sur la crédibilité de l'information? Sincèrement, se baser sur l'IA, je dirais que ça pourrait être une grosse erreur pour les journalistes en général. Ça va pousser beaucoup à opter pour cette facilité pour faire des articles et je trouve que ce n'est pas la meilleure façon de faire, même pour la crédibilité de nos productions. Donc il faut aller soi-même sur le terrain, il faut faire son papier et publier. L'intelligence artificielle nous fait gagner du temps. L'intelligence artificielle peut aider à traiter des articles de fond. Mais l'intelligence artificielle ne doit pas écrire des articles. Pour un compte rendu d'un atelier, pour un compte rendu d'une activité, de l'information factuelle,
Vraiment, il faut cesser de toucher à l'intelligence artificielle. Face aux deepfakes de plus en plus indétectables, les journalistes sont dans l'obligation de se former de façon continue afin de jouer pleinement son rôle, celui de séparer la vérité du mensonge, d'aider le public à naviguer dans la masse d'informations. Par une sensibilisation à grande échelle, c'est le gage d'atteindre ces phénomènes, voire si possible de les juguler. En cette ère de désordre informationnel, le vrai défi pour les journalistes n'est pas la rapidité à diffuser, mais d'offrir à son public une information rigoureuse, exacte, précise et suffisante.